D'après Olivier Lockert, la connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir. Plusieurs chercheurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont consacré leur carrière à mieux comprendre la forêt boréale et son environnement. Dans cette émission, Stéphanie Pelchat, responsable des communications au niveau de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a rencontré des chercheurs et aménagistes forestiers qui nous partagent leurs découvertes et sèmeront en vous le plaisir d'en apprendre plus sur le milieu qui a forgé notre région. Monsieur Régent Gagnon, chercheur à la retraite, possède un doctorat en biologie végétale. Expert scientifique en écologie de la forêt boréale de l'Est du Canada, il a concentré ses recherches sur la dynamique forestière et la régénération des forêts après perturbation. Vous donniez des cours ici, là? Oui. Ça fait que c'est quelque chose qui est familier pour vous, là, le Oui, en tout cas, Couche, puis on voyageait, nous, la station est assez grande, puis il n'y avait pas trop de chemin, c'était qu'on faisait des portages. Je regardais mon paysage un peu. Ça n'a pas trop changé. Ça a été coupé, ça, il y a... Ben là, ça doit faire 40 ans, peut-être. Vous avez fait plusieurs recherches sur l'épinette noire. Puis quels sont vos constats? Qu'est-ce que vous êtes aperçu, finalement? Les apparences sont trompeuses dans la forêt boréale. Quand on la regarde, puis là, on émet l'hypothèse, puis on va vérifier, puis on s'aperçoit le plupart du temps qu'on se trompe. Entre autres, comme quand on rentre dans une forêt d'épinette noire, on va voir les arbres qui ont d'habitude, en tout cas, des tailles un petit peu différentes. Là. Après, si on regarde la régénération, c'est surtout les branches basses qui s'enracinent. Puis on voit pratiquement pas de jeunes épinettes noires là, issues de graines. Ce qui était connu à l'époque, c'est que les forêts d'épinettes noires, ça se régénérait de façon végétative, ça se régénérait par des marcottes. On est allé vérifier ça. Puis on s'est aperçu en bout de course que les arbres adultes qui sont là sont originaires de feu et puis que les marcottes se sont installées par après. L'épinette noire, ça se régénère après feu, mais à partir de graines. Et les graines, à ce moment-là, sont à un seul endroit, sont dans les arbres. Il n'y a pas de graines qui s'accumulent au sol ou des choses comme ça. Fait que pour qu'une forêt d'épinette noire se régénère, ça prend un feu. Comme facteur écologique, le feu, à cette époque-là, il y a plusieurs années, c'était considéré comme une espèce d'accident, que ça ne faisait pas partie du fonctionnement de l'écosystème. Et là, on a vu aussi qu'au niveau de la régénération, c'était connu que oui, les forêts d'épinettes, ça se régénérait après feu, mais sur une longue période de temps. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça fait qu'on est allé sur le terrain, on a eu l'occasion de travailler sur des feux dans les années 80, où là, le feu avait eu lieu l'année d'avant, et l'année d'après, on est allé sur le terrain, et là, on s'est aperçu que la régénération, elle était là. Fait que là, ça change notre façon là, de voir la dynamique de ces forêts-là, puis l'intervention qu'on va faire, mettons, comme question pratique. Qu'est-ce qu'on fait quand une forêt brûle? Ce qui était connu, c'est qu'on attendait 20 ans à peu près pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Bien, nous autres, on a dit, non, en l'espace de 2-3 ans, on est capable de vous dire si ça va se régénérer ou si ça ne se régénérera pas. Fait que si on va dans une forêt après feu, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de cône dans les arbres quand le feu a passé, on sait que ça ne se régénérera pas. Fait qu'il faut intervenir. Fait qu'on va sauver 20-30 ans là, de croissance au niveau des forêts d'épinettes parce qu'on va les installer tout de suite après. Vois-tu, regarde ça, si ça tombe. Ça, c'est toutes les... c'est ça. C'est comme ça, la forêt. Ça tombe. Regarde, tu as des vieux... Tu vois, là, tu as des arbres morts là, qui sont pas mal décomposés. Tu en as d'autres là, que ça fait moins longtemps qu'ils sont tombés. Il y a encore des branches. Tu sais, c'est dynamique. Ça bouge. Des endroits, oui, l'épinette noire se régénère de façon générale, sinon on n'aurait plus de forêt. Hein. Mais de temps en temps, on a des accidents à ces niveaux-là. De temps en temps, la forêt ne se régénère pas. Et puis là, ça va nous donner une paissière ouverte. C'est un milieu ouvert. Puis, le lichen qui est présent, en tout cas la mousse à caribou, qu'on pense fragile et puis qu'on regarde ça comme un élément de biodiversité. Mais quand on regarde ça au niveau planétaire, le lichen qu'on a ici, c'est le même qu'on retrouve en Sibérie, c'est le même qu'on retrouve partout là, au niveau du cercle polaire. Fait qu'avoir plus de lichen dans notre forêt boréale, ça ne contribue pas à la biodiversité. Ce qui est original, comme je disais au début, c'est les forêts d'épinettes noires fermées. Ça, c'est réellement original.
Fait que nous, ce qu'on propose, c'est de reboiser ces territoires-là, à l'intérieur, bien entendu, là, de la zone où on récolte. Comment vos recherches, pensez-vous, qui ont influencé l'aménagement forestier dans la région, au Québec aussi? Pensez-vous qu'il y a eu une répercussion? Bien, sûrement de constater que l'épinette noire, c'est unique à l'Amérique du Nord, qu'il n'y a pas d'épinette noire qui pousse en Sibérie, en Finlande, en Norvège. Non, c'est unique à l'Amérique du Nord. Puis en plus, les plus grandes forêts d'épinette noire au monde sont au Québec. Fait que c'est réellement un élément de biodiversité là, mondiale. C'est sûr, nous autres, on traverse la réserve faunique de Laurentides, puis il y en a plein d'épinettes noires là-dedans, là. Mais c'est pas connu, ça. Tu sais, c'est pas... Les gens, on réalise pas ça. Puis si nous autres, on travaille pas dedans, bien, on peut pas... Faut pas se fier là, aux Finlandais ou aux Suédois pour connaître notre forêt d'épinettes. Les feux ne sont pas les seuls perturbateurs de nos forêts. Le plus grand défoliateur de la forêt boréale est la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Stéphanie échange sur le sujet avec le docteur Hubert Morin, titulaire de la chaire de recherche industrielle du CRSNG sur la croissance de l'épinette noire et l'influence de la tordeuse de l'épinette sur la variabilité des paysages en zone boréale. Au cours de ma carrière, je me suis beaucoup attardé à l'impact, en particulier, des épidémies de la tordeuse sur le paysage, parce que c'est le ravageur forestier le plus important dans le nord-est américain, qui affecte particulièrement le sapin baumier, l'épinette blanche, l'épinette rouge, puis jusqu'à un certain point, l'épinette noire. Puis pourquoi justement la TBE? Est-ce que c'est parce qu'il y en avait plus ici ou... Bien, en fait, c'est parce que quand je suis arrivé, moi, c'était la fin de l'épidémie des années 80. Puis il y avait beaucoup de mortalité, beaucoup de défoliation, puis elle s'était rendue très au nord. On s'est vite rendu compte que la TBE, comme l'épinette noire est intimement liée au feu, bien, le sapin baumier il est intimement lié à la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Sa dynamique est vraiment très liée au sapin baumier. Puis, à la limite, les deux perturbations sont interreliées, là. Quand on descend la réserve faunique des Laurentides, on peut en voir. Puis comment on fait pour la reconnaître, là? Monsieur, madame, tout le monde qui se promène, qui dit « Ah, c'est quoi ces arbres-là? Qu'est-ce qu'ils ont? » Oui, bien en fait, la tordeuse de bourgeon de l'épinette, c'est un défoliateur, comme je disais, de conifères, surtout de sapins baumiers. Ce que ça fait, c'est quand elle est sous forme de larve qu'elle fait le plus de dommages. Là, il y a 6 stades larvaires. Puis au 6e stade larvaire, bien en fait, c'est une chenille. Puis tout ce que ça fait, une chenille, c'est que ça mange. Puis ça fait des excréments. Puis il mange les aiguilles qui sont en train de se développer. Puis comment on va le reconnaître? Bien, on voit que les pousses annuelles, il n'y a pas de feuilles. Ils sont défoliés. Quand la population de tordeuses est très élevée, ils vont défolier les aiguilles des années précédentes. Ce qu'à un moment donné, l'arbre est comme s'il avait brûlé, il est complètement défolié, il n'y a plus de feuilles dans l'arbre. Puis à ce moment-là, au bout d'une couple d'années, il va mourir. On voit la défoliation, comme là, tu fais une shot sur le sommet de l'arbre, là, sur le fond blanc, tu vois qu'il y a juste des tiges, puis il n'y a pas de feuilles. Ça fait que là, qu'est-ce qui est arrivé à ces feuilles-là? Bien, ils ont été mangés au printemps, ils ont été mangés par la tordeuse. L'épidémie de tordeuse, c'est un phénomène naturel. Cette dynamique-là a toujours existé. Aussitôt qu'il y avait des arbres dans le paysage, il y avait de la tordeuse. Mais le problème, c'est que même si c'est un phénomène naturel, quand il y a défoliation puis mortalité, bien là, les industriels puis la tordeuse, ils compétitionnent pour la même ressource, là. Quelle est l'importance d'aller faire la récolte de ces arbres-là? Puis c'est quoi le délai qu'on a finalement pour optimiser? Avant qu'il y ait mortalité, il n'y a pas de problème pour la qualité du bois. Mais aussitôt qu'il y a mortalité du sapin baumier, au bout de 2-3 ans, il commence à perdre de la qualité, là. Il commence à être difficilement récoltable.
Ça se régénère très bien après épidémie, parce que c'est une espèce qui est très bien adaptée à ça. S'il n'avait pas été adapté aux épidémies, il n'aurait plus de sapin, ça fait longtemps. On sait qu'il y a des épidémies de tordeuses dans la région depuis 8000 ans au moins. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment qu'est-ce qui va se passer dans le futur, comment ça va affecter le paysage, comment le paysage actuellement est affecté, puis comment il a été dans le passé. Pourquoi on étudie comment il a été dans le passé? C'est parce que ça nous donne des indications de comment ça va se produire dans le futur avec les changements climatiques. Dans l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, l'Holocène des derniers 10 000 ans, là, il y a une relation inverse entre les épidémies et les feux. Les épidémies, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sapin baumier est mal adapté au feu, ça fait qu'on le retrouve dans les endroits où il y a peu de feu. L'épinette noire est bien adaptée au feu, pin gris aussi. Fait que quand on retrouve dans la période des derniers 10 000 ans une fréquence de feu élevée, qui est associée à un climat plutôt sec, pas nécessairement chaud, mais sec. Ça peut être froid et sec ou chaud et sec. Puis là, il y a plus de feu, donc il y a plus d'espèces qui sont bien adaptées au feu, il y a moins d'épidémies. Quand il fait, par exemple, chaud et humide, la fréquence de feu est moins élevée, les espèces hautes de la tordeuse, comme le sapin baumier, vont se régénérer plus, il va y en avoir plus dans le paysage. Bien, à ce moment-là, on va avoir plus d'épidémies. Fait qu'il y a une relation inverse entre les deux. Fait que souvent, on dit, dans le futur, il va faire plus chaud, fait qu'il va y avoir plus d'insectes, il va y avoir plus de feu, il va y avoir plus... Ça, je pense qu'il y a des nuances à faire là-dedans. M. Hubert, comment vos recherches sur la TVE ont-elles influencé ou vont influencer l'avenir sur l'aménagement forestier au Québec ou dans la région, selon vous? On travaille sur deux choses, là, comme je vous dis, l'historique. Comme je vous parlais, l'historique, c'est pour mieux savoir est-ce qu'il va y en avoir d'autres, est-ce qu'ils vont être plus sévères, est-ce que... Ça fait que là, on comprend un petit peu mieux comment ça marche. C'est pas encore... on a encore beaucoup de choses à comprendre. On comprend un petit peu mieux comment ça marche. Donc, relation feu-épidémie, c'est important. Donc, aménagement aussi en fonction des espèces hautes, parce qu'on sait que quand il y a beaucoup d'espèces hautes, là, on peut avoir des épidémies très sévères. Ça fait que l'aménagement doit favoriser des espèces qui sont moins vulnérables, susceptibles d'être affectées, puis vulnérables à la tordeuse, comme l'épinette noire ou d'autres espèces qui sont moins affectées. L'autre point, bien, c'est la qualité du bois qui est affecté par la tordeuse. On travaille là-dessus aussi. Puis, bon, bien, ça nous indique bien, combien de temps on peut laisser un arbre mort sur pied selon l'espèce, combien de temps il va être bon pour faire du papier, combien de temps il va être bon pour faire du bois d'œuvre, des choses comme ça. Je m'appelle Nathalie Harvey, je suis naturaliste pour l'Association forestière. Alors, ce que je fais, c'est que je donne des ateliers en sciences et technologies au secondaire. Donc, je vois les élèves du secondaire 1 au secondaire 5 et ce sont des ateliers qui sont adaptés au programme des écoles. Je fais beaucoup d'ateliers sur les propriétés du bois. On va parler des propriétés plus simples en secondaire 1, mais ça va en augmentant pour ce qui est des propriétés. Une partie de mon travail, c'est aussi de m'occuper des écoles forêt-bois, nos magnifiques écoles forêt-bois. Ce sont des écoles où les élèves, dans leur cheminement scolaire, vont avoir des ateliers, des sorties éducatives, que ce soit du bricolage, ça peut même venir en mini-entreprise. Alors, tout ce qu'il y a autour de la forêt et du bois, alors les écoles s'inscrivent, c'est un réseau, c'est les racines dans nos écoles. Le bois, on en a partout dans nos maisons, c'est quotidien, mais il y a aussi la recherche, il y a aussi la technologie. Quand je réussis à allumer une petite étoile dans les yeux d'un élève, les nouvelles propriétés ou ce qui ne pensait jamais qu'on faisait ça maintenant avec le bois, ça les émerveille tout le temps, que ce soit au niveau de la taxonomie pour réussir à identifier végétaux ou que ce soit dans la propriété avec les nouvelles technologies. Ils ont des questions très précises, sont curieux. Ils s'aperçoivent encore que même s'ils sont des fois plus en ville, que la forêt et le bois, c'est encore très présent dans la région. Il
Il y a beaucoup d'industries, ça fait vivre beaucoup de gens, puis c'est encore quelque chose qu'on doit parler là, dans notre milieu. Monsieur Claude Villeneuve est biologiste et enseignant en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi. Auteur de 13 livres dont Vivre les changements climatiques, réagir pour l'avenir, il a reçu de nombreux prix, dont la médaille Polaris du Rotary International pour sa contribution à l'avancement mondial du développement durable. Stéphanie échange avec lui sur le lien qui unit le développement durable et la gestion forestière. Par rapport à vos expériences, tout ça, qu'est-ce qui vous a amené à travailler au niveau de l'aménagement forestier durable? À l'origine, le développement durable est une idée qui est venue dans l'aménagement forestier au 19e siècle. L'idée de l'aménagement forestier durable, c'est de maximiser les services écologiques que peut rendre la présence de cet écosystème-là sur le territoire, tout en allant chercher des bénéfices économiques qui peuvent satisfaire des besoins humains. Donc, de reconnaître la complexité des services que la forêt, si elle est bien aménagée et qu'elle dure dans le temps, peut rendre à plusieurs générations. L'idée du développement durable en forêt, c'est que, premièrement, il faut être reconnaissant à la nature ou à ceux qui ont planté les arbres qu'on coupe. Puis il faut s'assurer qu'on replante ou qu'on permet à l'écosystème de régénérer pour qu'il y ait une nouvelle production à un cycle qui dépasse notre propre survie. Donc, l'idée du développement durable, telle qui a été définie par la commission Brundtland en 1987, c'est de permettre aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins, tout en n'empêchant pas les générations futures de répondre à leurs besoins aussi. Monsieur Villeneuve, au niveau de l'innovation, de l'évolution par rapport au changement climatique, on parle de carbone boréal. Est-ce qu'il y a des projets que vous êtes plus fiers ou qui s'en viennent, que vous aimeriez parler? Carbone boréal, c'est une formule assez particulière d'infrastructure de recherche. Ça a débuté avec une hypothèse en 2001. Daniel Laure et puis Damien Côté ont essayé de reboiser des écosystèmes forestiers qu'on appelle les dénudés secs. Les dénudés secs, ça se produit lorsqu'il y a 2 incendies ou une épidémie de tordeuse, un incendie successif, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de graines pour repeupler le territoire. Donc, il y a un phénomène d'ouverture de la forêt. Et Daniel et Damien ont travaillé sur l'idée que s'il y avait déjà eu une forêt, on pouvait en remettre une autre. Donc, ça, c'était une innovation. Et lorsqu'il a démontré que les arbres poussaient, ben, j'ai dit, écoute, tu fais de l'afforestation. L'afforestation, c'est un mécanisme qui avait été discuté pour être capable de générer des crédits de carbone dans le protocole de Kyoto. Donc, carbone boréal, ça a été de démontrer avec des plantations qu'on pouvait concrètement capter plus de CO2 que la nature ne l'aurait fait sans notre intervention, ce qui génère des crédits de carbone sur les marchés. Mais on fait plus que ça, parce que les arbres qu'on plante, on les suit par la recherche. Donc, on pose des hypothèses au point de départ. Par exemple, en 2014, on a fait une plantation où on a déplacé des arbres de provenance plus au sud, 600 km, 400 km, 200 km plus au sud, qu'on a planté dans le nord à côté des arbres locaux. Et l'année dernière, on est venu mesurer la différence de croissance et de développement entre les arbres locaux et les arbres provenant de plus au sud. Le résultat, c'est que les arbres provenant de plus au sud ont poussé plus vite au nord parce qu'ils sont adaptés à un climat plus chaud, qui est maintenant le climat du nord. Autrement dit, on peut améliorer la performance des plantations en faisant des déplacements des arbres qui ne pourraient pas se promener comme ça d'un hiver à l'autre
de génétique des arbres à partir du sud vers le nord. Et en même temps, ça nous permet d'adapter la foresterie du futur en plantant des arbres qui vont pousser plus vite en raison du nouveau climat. Donc, lutte et adaptation au changement climatique pour la foresterie du futur, c'est des thèmes qui sont traités dans Carbone boréal. Dans les médias actuellement, on s'inquiète beaucoup sur l'avenir des forêts. Qu'est-ce que vous en pensez? Les forêts, en tant que telles, c'est des êtres vivants. Les êtres vivants, par définition, ça veut vivre, ça doit s'adapter à un environnement changeant. Ce changement-là est particulièrement important dans la période qui s'en vient à cause du changement climatique. Donc, l'avenir des forêts est directement impacté par les changements climatiques et en même temps, les forêts constituent une partie de la solution pour les changements climatiques. C'est le cœur de la recherche que je mène avec Carbone boréal. Donc, pour moi, l'avenir de la forêt, c'est il faut qu'il y ait toujours plus de forêts. Il faut toujours qu'il y ait une forêt plus en santé, parce que c'est comme ça qu'elle maximise les bénéfices qu'autrement, on serait obligé de fabriquer autrement. Alors, je vous donne un exemple. La forêt capte le CO2. Le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre qui cause les changements climatiques. Si on n'avait pas la forêt, il faudrait capter le CO2 autrement. Donc, il faut qu'on ait une forêt en santé. Il faut qu'on ait une forêt qu'on puisse léguer d'une génération à l'autre. Et ça nous permet d'exister avec la nature, dans la nature. Il n'y a pas d'opposition entre l'homme et la nature en développement durable. Comme on l'a vu avec nos intervenants précédents, la science et la recherche jouent un grand rôle dans l'aménagement durable de nos forêts. Stéphanie discute avec M. Dominique Derry, ingénieur forestier au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous découvrirez comment l'évolution de la recherche influence l'aménagiste forestier ainsi que le travail de ceux qui doivent concilier les valeurs et les différents usages de la forêt. Dominique, ton plus grand défi au quotidien, c'est quoi en tant qu'aménagiste? Je dirais que c'est de concilier l'ensemble des besoins avec l'ensemble des contraintes qu'on a. Que ce soit les contraintes au niveau forestier, que ce soit la maturité ou simplement la disponibilité de la ressource. Aussi, qu'on le veuille ou non, toute la mise en marché des bois, les usines, les bénéficiaires de garantie ont besoin de matières premières, de bois, au bon moment, dans la bonne composition. Puis il faut quand même que tout ça fitte au travers de la gestion intégrée des ressources, que ce soit, comme j'ai dit tantôt, la faune. On veut chercher des bois, par exemple, des bois feuillus, qu'on va aller chercher souvent moins au nord, donc plus proche des villes. Fait que là, on a à gérer toute la population qui se sert de ces coins-là aussi pour le terrain de jeu, pour leur villégiature. Fait que ça vient quand même en conflit, puis il faut gérer ces éléments-là. Monsieur Derry, en quoi est constitué le comité de table G? La table G, c'est la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire. Elle est composée de plein de gens qui sont du milieu. Que ce soit, il y a des représentants de ZEC, de pourvoirie, de villégiateurs, d'écotourisme, d'environnement, l'industrie, des travailleurs. Parallèlement à ça, c'est organisé, coordonné par le Conseil régional des préfets, le CRP, puis le ministère des Forêts, évidemment, qui est là à titre d'expert, puis qui se trouve à gérer quand même le travail des tables G, puis qui ensuite de ça, vont intégrer le travail des tables G. Parce que les tables G, dans le fond, ils ont un pouvoir de recommandation, d'influence, ils sont là pour nommer les préoccupations, il se fait un travail qui est consigné dans des fiches dans lesquelles il va y avoir des objectifs, il va y avoir des stratégies, il pourrait même y avoir des harmonisations à plus haut niveau, comme on le disait tantôt, qui allaient venir influencer la stratégie puis la planification. Est-ce que c'est possible de me donner quelques exemples d'harmonisation? Ben oui. Les harmonisations peuvent prendre plusieurs formes. Ça dépend toujours de l'intervenant puis des demandes qu'on a. Puis normalement, l'harmonisation va être à la hauteur des désagréments
qui pourraient être apportés par la récolte, par nos interventions. Par exemple, la CEPAC, souvent, ils ont des lacs plus importants, des lacs stratégiques. Dans ce cas-là, ils vont nous demander de protéger différents aspects, que ce soit des ruisseaux qui permettent la fraie des poissons, des zones de chasse, puis des périodes de chasse où ce qui ont plus d'importance, qui sont meilleurs pour eux autres. Des chemins, des fois, ça peut être par rapport à l'utilisation des chemins, des calendriers de récolte. Si c'est un villégiateur, ça pourrait être même protéger un paysage. Et ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas bûcher, mais ça veut dire qu'on va essayer de trouver des moyens comme des coupes partielles ou d'autres moyens pour essayer d'arriver à concilier nos activités avec celles du demandeur. Des demandes d'harmonisation, on peut en avoir facilement plus d'une centaine par année. Il y en a dans presque tous les chantiers de récolte qu'on planifie. On planifie 70-80 chantiers par année. On essaie tout le temps de faire pour le mieux, mais ça arrive qu'on ne réussisse pas à s'entendre. Mais généralement, on n'est pas si pire. Comment la recherche peut influencer justement votre travail dans votre planification? Ça se fait pas de manière directe d'une journée à l'autre, mais à long terme, c'est clair que, je veux dire plutôt même à moyen terme, ça vient changer nos perspectives. Quand il y a un chercheur qui arrive avec des conclusions sur quelque chose, c'est le fruit des recherches sérieuses, puis ça finit par être intégré d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur la gestion de l'épidémie, la manière dont on va gérer la récupération, la vitesse à laquelle on va y aller. Je prends par rapport à l'épinette noire aussi, comme je disais tantôt, le grand feu, bien, il y a des zones qui avaient déjà été reboisées récemment, qui ont passé au feu, bien, ça va nous obliger à y retourner parce que ces forêts-là, ils ne se régénéreront pas tout seuls. Si on laisse la nature faire, bien, ça va prendre beaucoup d'années. Puis en aidant la nature, bien, ça nous permet de concentrer les opérations, produire plus de bois sur moins de territoire, ce qui permet de protéger d'autres territoires pour d'autres utilisations.